Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner il y a Hugo, Hello, Bastien, salut, et on est super content de retrouver Élise. Coucou. Alors Élise, elle est avec son petit bébé dans les bras, donc si jamais vous l'entendez, eh bien vous savez qu'il est avec nous. C'est ça. Dans cet épisode, je récupère les clés, et ça tombe bien puisqu'on va parler de Taxi et de son remake américain New York Taxi. C'est parti! Alors, Taxi, c'est une comédie policière française sortie en 1998 et réalisée par Gérard Pires, qui réalisera plus tard Double Zéro avec Eric et Ramsey. Non, putain. Il s'agit du premier film de la saga Taxi, il y en a 5 au total, et c'est produit par Luc Besson, et il a aussi écrit le scénario du premier en 30 jours. tu m'étonnes. Fallait pas plus, hein. Ça se voit. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ce n'est pas Luc Besson qui a réalisé ? Il y a eu un accident de tournage. Enfin, pas un accident, mais avec l'autre, avec Pires. Ouais, c'est ça, c'est Pires qui a eu un accident, c'est-à-dire lui, il a fait une chute de cheval, il s'est retrouvé à l'hôpital, du coup c'est Gérard Krawczyk, connu pour Jeux et les acteurs, où il était en pente douce, qui a réalisé les premières scènes, et qui après d'ailleurs a pris le rôle de réalisateur sur les prochains Taxis. Mais là non, en fait, Luc Besson, c'est pas pour ça qu'il a pas réalisé. Il était pas occupé ailleurs avec le 5e élément à l'époque ? Ouais, c'est exactement ça. Ah. C'était sa première grosse production américaine à l'international, donc... Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il a choisi Gérard Pires, qui avait pas réalisé de long métrage depuis très longtemps, depuis 15 ans, mais qui avait réalisé quelques pubs de voitures. De Peugeot, il me semble. Ouais, mais il suffit de pas grand-chose, hein. Ah, grave. C'est clair. Et à la base, l'histoire ne devait pas se dérouler à Marseille, mais à Paris. Mais c'était tellement galère d'obtenir des autorisations de tournage que les dirigeants de la Gaumont ont choisi de tourner à Marseille. Et ensuite, pour baisser au maximum les coûts de production, ils ont engagé des acteurs qui n'étaient pas du tout connus. Donc Luc Besson, il a laissé sa chance à Sami Nasseri, qu'il avait rencontré dans Léon, puisqu'il jouait le rôle d'un flic avec une cagoule. Ah, ok. Et il engage aussi Frédéric Diefenthal, qui était connu pour son rôle dans la série Le juge est une femme. Mais à votre avis, avant d'envisager du coup des acteurs qui étaient peu connus pour réduire les coûts, ils avaient pensé à des acteurs très connus. Et est-ce que vous savez qui ? Jean Dujardin, mais... Non, pas à l'époque. Non, un poil trop jeune. Ah ben oui, mais c'est pour ça. Il me semble qu'il y avait Benoît Magimel, non, qui était dans le... Ouais, tout à fait. Dans le rôle de Émilien. Ouais. Et Patrick Bruel aussi. Non. Bruel, non mais... Ouais. Bruel. Ouais. Déjà, Ouais. de base, envisager Bruel pour un film, déjà, c'est pas l'idée du siècle. Mais en plus, pour ça... C'est assez étonnant. Tu l'imagines, tu montes dans son taxi. Ouais. Je sais ouais, non, ça avait pas de sens. Malgré le tournage à Marseille et du coup le budget qui a été réduit par les petits cachets des comédiens débutants, la Gaumont, elle flippe et elle se retire du projet quand elle apprend que c'est pas Luc Besson qui va réaliser, parce qu'elle a peur du flop. Ok. Du coup, Luc Besson, il débauche Pierre-Ange Le Pogam, qui était le numéro 3 de la Gaumont à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils fondent leur propre société de production, le studio EuropaCorp. Donc ça a commencé avec Taxi. Ouais, pour Taxi, ouais. Waouh. Du coup, c'est le scénario matrice de tous les films EuropaCorp. Oui. Parce qu'après, il y aura un logiciel de développement de scénario chez EuropaCorp, hein, où tu changes juste les unités. Alors, tu échanges un taxi contre une Audi, tu échanges un flic contre une pute, contre un Yamakasi, Un contre chauffeur. un machin. Ça me rappelle la machine à idées de Luc Besson. Oui, c'est ça, mais oui, il y a un logiciel sur Internet. Excellent. J'aime bien cette idée. Et du coup, il va aussi contacter deux vieux amis qui dirigeaient la petite société de prod ARP pour faire la coprod avec eux. Mais c'était vraiment un pari à l'époque parce qu'il y avait vraiment peu de films d'action français de cette envergure. Ouais. Très rapidement, c'est quoi, vous, votre histoire avec le film, du coup ? Bah pas grand-chose en fait, parce que j'avais 4 ans. Ouais, effectivement. J'ai vraiment aucun souvenir, à part l'affiche. Et du coup, tu l'as vu quand après le film ? Tu te souviens quand tu l'as vu ? Eh ben, je ne l'ai pas vu, je crois. Ah ouais ? Donc tu l'as vu là après. Non, c'est vrai. Ouais, non, vraiment, c'est une découverte. Je crois avoir vu le 2. Ok, ouais, c'est marrant. Et vous, du coup, Bastien, Hugo ? Moi, ça va être court aussi, mais je crois l'avoir vu en 99, lors d'une énième rediffusion sur TF1 du film, mais j'avais aucun souvenir. J'ai redécouvert toute l'histoire. Et Ok. aussi la petite capsule temporelle de la France, des mœurs de la France. Oui, on va en parler. Ouais. Et toi, Bastien, du coup ? Bah, moi, en fait, en 98, j'ai 16 ans. Autant Pardon. dire que je fonce au cinéma avec mon frangin et on se bidonne. Ok. Derrière, on refait les blagues dans les cours de récréation. On est tous d'accord que c'est pas un chef-d'œuvre, mais en fait, je suis totalement dans la cible. Ouais. Donc, du coup, ça fonctionne. Bah du coup, Bastien, si tu veux bien, je te laisse résumer le film.
Daniel est un fou du volant. C'est un ex-livreur de pizza qui, aujourd'hui, va devenir chauffeur de taxi et qui s'est échappé aux radars les plus perfectionnés. Pourtant, un jour, il va croiser la route d'Emilien, un policier loser qui a été recalé pour la 8e fois à son permis de conduire. Et pour conserver son taxi, il va devoir accepter un marché que lui propose Emilien. L'aider à démanteler un gang de braqueurs de banque qui agit dans Marseille à bord de bolides puissants. Super, merci. On va aussi écouter la bande-annonce qui va nous replonger un peu à l'époque. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen. C'était un sacré pari de se lancer avec le titre de Pulp Fiction, qui était dans l'imaginaire collectif du cinéma, en tout cas très marqué. Mais ça marche super bien. Ouais, ça marche bien. Alors, le film a un budget de 8 millions d'euros et il en rapporte 45 millions dans le monde. Wow. Donc c'est un énorme succès financier. Ah ouais. Pourtant, il ne sera pas le premier au box-office, parce qu'il y avait déjà 2 autres super gros films français cette année-là, en 98. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler lesquels ? On en a déjà parlé dans le podcast. Le dîner de con, non ? Oui, le dîner de con, exactement. Ouais. Et l'autre, c'est Les Visiteurs 2, en fait. Ah, Les Visiteurs, oui. Oh la vache, on est sur une grosse année. Hein. Et la Coupe du Monde, incroyable. Que de l'optimisme. Oui, accessoirement, les États-Unis nous proposaient Titanic en face, donc il y avait un autre mastodonte. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bref, il n'y a pas grand-chose sur l'histoire du remake, mais ce qu'on sait, c'est que Taxi cartonne à l'international. Il est super apprécié partout, notamment en Russie et aux États-Unis. Et vu que tous les films précédents de Besson avaient cartonné aux États-Unis, il y avait eu du coup Le Grand Bleu, Léon, Nikita, Le 5e élément, etc. Il a décidé de produire lui-même son remake aux États-Unis, avec sa société de production EuropaCorp, et il s'associe à Robert Bruce Simonds Jr., qui a produit pratiquement tous les films d'Adam Sandler à l'époque, et qui récemment a produit The Upside, le remake d'Intouchable. Pas sur les meilleurs coups, ce gars-là. À part son argent, en fait, Besson, il s'est pas investi plus que ça dans le projet. C'est-à-dire qu'il va ni écrire, ni réaliser. Et du coup, l'autre producteur américain avec qui il était associé, il a réussi à refourguer ses amis scénaristes, Robert Bangarant et Thomas Lennon, à qui on doit maintenant Une nuit au musée, mais qui à l'époque écrivait des sketchs pour Comédie Centrale. Okay. Et pour le côté action, ils ont également embauché Jim Kauf, qui est le scénariste de Rush Hour. Donc sur le papier, c'est pas trop bête quoi comme... Ah non. Ouais, sur papier, mais la somme des parties n'est pas égale à un résultat. C'est ça. Tu peux te dire, t'additionnes tout ça, mais malheureusement, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Non, quoi. voilà. Clairement. Et à la réal, ils ont pris Tim Story, qui avait fait Barbershop avec Ice Cube, et qui, après New York Taxi, a réalisé Les 4 Fantastiques. Horrible. Okay. Et à votre avis, est-ce que ça a fonctionné ou pas, du coup, ce New York Taxi ? Non, ça s'est foiré. C'est pas possible que ça J'espère qu'il s'est foiré, ouais. Vous êtes pas sympa. C'était la pure... Ah non, franchement, ça a été un supplice. Ah putain d'horreur. Donc du coup, effectivement, le budget était de 25 millions de dollars, donc contre 8 en France, mais il en a récolté que 71. Ce qui est pas ouf, mais c'est pas non plus un énorme four, quoi. Ouais, quand même, ça a rapporté un peu plus de 2,5 fois son budget. Bah ouais, ça va. Contre 5,5 fois en France, donc c'est quand même beaucoup moins ça bien. aurait pu être pire. En tout cas, pareil, les critiques sont unanimes. Le film, il est détesté aux États-Unis comme en France. Ah, ça, on aime. Niveau casting, Jimmy Fallon, il remplace le rôle de Emilien et il est appelé Washburn. Et donc lui, effectivement, était connu surtout à l'époque pour sa participation au SNL, mais il avait déjà joué aussi dans quelques films à l'époque, comme dans Presque célèbre de Cameron Crowe. Ah putain, je peux pas en fait. Ah, t'aimes pas Jimmy Fallon, toi, Hugo ? Il me fait jamais rire. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est dans un sketch du SNL, ça devient gênant. Non, je l'aime pas non plus en tant qu'acteur. T'as l'impression que c'est le petit frère qu'on met là pour faire plaisir, mais dès qu'il ouvre la bouche, ça gêne. Qui vient squatter. Maman, elle a dit que je pouvais rester. Ah grave. Eh ben dis donc, vous lui avez taillé un bon costume. On est désolé. Je suis désolé. Et le personnage de Danny, il est remplacé par Belle, jouée par la chanteuse, rappeuse et comédienne Queen Latifah. Elle avait déjà une bonne vingtaine de films à son actif, dont Chicago, qui l'avait vraiment propulsée sur le devant de la scène. Vous en êtes content, vous, de ce choix ?
Bah, ça fait tout du casting opportuniste. Ils surfent sur la notoriété de Queen Latifah à l'époque en termes de cinéma tout court. Et ils se disent, vas-y, on va en faire la conductrice de banlieue américaine qui vient, je sais pas, du Queens ou un truc comme ça. Perso, je trouve que ça marche pas. Elle a pas de street credibility, quoi. Je vous trouve dur. En tant qu'actrice, elle fait le job, elle essaye. Ouais, franchement, je préfère ça. Mais je trouve que l'intégration du personnage dans l'histoire est pas ouf. Oui, c'est le perso qui est nul, mais elle, en tant qu'actrice, moi, je trouve que... je sais pas, j'ai du mal à imaginer Queen Latifah faire des 360 en VTT. Alors, cette intro... Je suis désolé, cette intro, ça marche pas. La scène de vélo qui démarre, j'étais dedans, je me dis, ok, on a un mec qui fait n'importe quoi, des cascades improbables, mais why not? Et à la fin, quand elle enlève son casque et c'est elle, je fais, what? Non, mais je n'y crois pas une seconde. Alors qu'a priori, ça devait être elle, quoi, en plus. Ah ouais, mais j'étais naïf. Mais le vélo, il arrive dans le métro devant les guichets et là ça a été cuté. Je me suis dit putain, comment elle a fait pour sauter le guichet avec son vélo? C'était pas crédible. J'avais le même feeling que voir Nelson Nelson dans Y a-t-il un flic quand il est remplacé par une doublure quand il fait des saltos. Ah oui, totalement. Est-ce que vous voulez parler un peu des personnages peut-être de Daniel et Emilien et de leur relation tous les deux? Comment vous les décririez, vous? Le personnage de Daniel, il y a vraiment un côté américain, genre self-made, qui veut réussir à accompagner de dialogue bien français tout de même, mais je trouve que le personnage, il a la niaque. Il est vraiment rentre-dedans et il marche bien en tant que personnage de film d'action. Ça ressemble un peu au flic de Beverly Hills. Tu vois un peu du Eddie Murphy, peut-être un peu moins drôle, mais comique, et il y a vraiment un côté Sparky. Ouais, c'est un malin. C'est cool à voir, en fait. J'ai l'impression que ça va avec l'époque, ça a un côté un peu optimiste. T'as l'impression qu'en fait, ils veulent rassembler tout le monde là-dedans. T'as le côté les flics, comment ils sont décrits, il y en a des gentils. Pareil de l'autre côté, avec le côté immigration. Faut montrer que le bon côté des choses et comment les deux peuvent coopérer. On est en 98, l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, c'est le concept Black Blobber. Voilà, tout ça, c'est très accepté en fait. Il y a beaucoup moins de discussions dans la société en général sur les problèmes d'immigration. Oui. Voilà, il n'y a pas de questions en fait. C'est ça. Oui, c'est vrai, je me suis noté ça aussi. Il vient d'une classe sociale qui est quand même assez basse, il vit dans un garage, il était livreur de pizza et tout ça, mais il n'en est jamais embarrassé. Et il représente vraiment la force brute, virile. Enfin, il a jamais peur du danger, il transgresse les règles et tout ça. Et en même temps, c'est le mec parfait qui plaît aux meufs, quoi. C'est-à-dire que Lily, donc, qui est jouée par Marion Cotillard, au passage, elle rêve que de coucher avec lui pendant tout le film. Oui. Donc ça montre vraiment que Danny, il est montré comme le mec à qui on peut pas résister, quoi. Alors qu'à contrario, Emilien, c'est l'inverse. Comment vous le décririez, vous, d'ailleurs? Moi, perso, j'ai eu du mal. Déjà, il joue très très mal, Frédéric Diefenthal. Ouais, grave. Il en fait trop, en fait, à des moments, et ça me sortait du film. Je sens que la blague, elle est forcée, ou que le jeu d'acteur est forcé. Et je trouve que parfois, ça flanque un peu le rythme. Emilien, c'est le personnage maladroit, qui d'ailleurs, je pense, dans d'autres histoires, ne serait pas du tout le flic de l'histoire. Ce serait le comic relief, en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, il nous est présenté comme ça, il nous est présenté quand il passe son permis pour la 8e fois, il a un accident, il déglingue une boucherie et il réussit à faire un gag derrière. C'est pas compliqué de tourner un volant, d'appuyer sur une pédale, bordel! Bah chacun son métier. Quoi? Mais c'est quoi votre métier? Travaillez quoi, au cirque, dans un zoo, à l'NPE? Un peu Détroit. Ça n'a pas de sens, ça. Non, ça n'a aucun sens, Le film ne répond qu'à des enjeux de cartoon. Rien n'a de sens, rien n'est logique. Oui, si tu passes au-delà de ça, en effet, c'est pas grave. C'est ça. Après, il est venu chez les flics par dépit, quand même. C'est vrai qu'il explique que c'est parce que son père est mort à 17 ans, donc il a fallu trouver son taf, et qu'à Bac+2, il y avait que les flics qui prenaient. Donc même ça part d'un gag sur les flics, quoi. Exactement. Ouais. Et aussi, on l'a pas vraiment dit, mais il se comporte vraiment comme un gosse auprès de sa mère. Un Tanguy, voilà. Il lui donne à manger directement à la fourchette dans la bouche, comme un bébé, quoi. C'est pas cuisiner, il sait pas prendre soin de lui, il sait même pas cuire un œuf. Il fout le feu aussi. Il fout le feu à cause d'une bouilloire qui l'éteint pas. Donc. Finalement, c'est un peu l'archétype Jean-Claude Duss, le personnage qui a pas vraiment de qualité et dont on se moque. Ouais. Et donc du coup, pour parler un peu de leur relation tous les deux, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je trouve qu'ils se complètent super bien les deux personnages, parce que je pense que c'est aussi une qualité du film français, c'est que chaque personnage a un peu leur arc narratif. Ouais. C'est pas que Emilien qui s'en prend plein la tronche. Oui. Je trouve que Daniel, des fois, il se fout de sa gueule aussi. Enfin, tu vois, il y a un échange entre les deux personnages. Et il y a aussi des moments touchants, comme quand ils parlent entre eux, quand ils sont en train de se mettre de la beuh tous les deux dans l'appartement de Daniel. Ils se confient l'un à l'autre, se mettent en conflit, mais jamais... Ouais, pour faire du mal. Ouais. Jamais pour se faire du mal. Quand ils se charrient, c'est parce que tu sens qu'ils deviennent de plus en plus potes, et dans l'enquête, la vie de l'un nourrit la pensée de l'autre pour aller vers une conclusion au fur et à mesure.
et amener une espèce de fil narratif dans l'enquête. Je suis d'accord. Finalement, ils vont se compléter, ils vont se trouver des points communs, ils vont se trouver des avantages l'un l'autre sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Il y a ce passage où Emilien essaye tout le long du film de draguer une de ses bosses, Petra, ouais. sauf qu'il est complètement maladroit, donc c'est Daniel qui va le coacher un petit peu pour essayer de la séduire. Bon, voilà, le résultat est largement discutable, mais ok. On passe l'extrait, mais voilà, ouais. Ce qu'il lui faut, c'est un homme. Redresse-toi! Et maintenant, tu vas la voir, tu la penches en arrière et tu lui enroules une, c'est tout. Soit tu colles une baffe directe, soit tu l'accroches pour 10 ans avec un truc pareil. T'as une chance sur 2. Mais au moins, si ça marche pas, tu le sais tout de suite. C'est un peu comme au tac au tac, tu grattes et t'as la réponse. Je trouve que ça fait aussi un peu film français qu'il y avait à l'époque avec, par exemple, La Chèvre et tout ça. Enfin, côté vraiment un perso brut, viril, qui va aider le perso qui est un peu maladroit et où chacun va s'apporter, quoi, au final. Genre le Gérard Depardieu, quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est pas faux. Et du coup, dans la version US, comment vous décririez, vous, Washburn et Belle, justement? Surtout en comparaison avec les personnages français. Aucune synergie entre les persos. Il n'y a aucune complémentarité, je trouve. Chacun joue son rôle dans son propre coin. Je suis désolé, mais ça marche pas du tout. Queen Latifah, elle a une attitude, elle est présente, ça marche. Face à Jimmy Fallon, sur lequel ce film se concentre. Je crois que tu l'aimes pas, mais je suis pas sûre. Et il est cringe. Il n'y a rien qui ressort. Il n'arrive pas à avoir une caractéristique qui est assez présente. Soit il est trop sûr de lui, soit il est peureux. Il va dans tous les sens, ce personnage. Et surtout, en fait, je disais que dans le film français, le personnage a aucune qualité. Mais autant il a un petit instinct détective qui lui permet de faire des choses. Mais alors, dans celui-là, le personnage ne réfléchit jamais. Je ne comprends pas pourquoi il est sur couverture en faisant des caricatures soit hispaniques ou bien russes. Tu crois pas? Et encore, s'il avait un certain charisme, comme un Eddie Murphy qui prend un accent comme dans Un Prince à New York, qui lui, du coup, a du charisme, mais là, t'as rien en face de toi. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois une erreur de casting, un problème de mise en scène et d'écriture du personnage. C'est-à-dire que on va même pas lui donner un petit affect familial avec sa mère ou un truc comme ça. Non, la mère alcoolo qui est pas un personnage intéressant. Et puis, il est même pas touchant dans sa tentative de se reconnecter avec son ex-copine qui du coup est son chef. Il n'y a rien qui nous lie à un moment au personnage en se disant tiens, il m'amuse, au moins il fait des gags décalés, il passe à l'action quand il faut passer à l'action. Voilà, il est sympa ou tout ça. Non, il y a rien qui arrive à te lier un tant soit peu au personnage. En fait, c'est vrai que je trouve qu'il joue vraiment l'attardé, quoi. Totalement. C'est ça. Ouais. Tu sens le personnage d'Emilien qui, même s'il est nul, il est toujours en reconnaissance des autres. Alors que le personnage de Jimmy Fallon, il est toujours en contrariété avec les autres parce qu'il est tellement gaffeur et nul. Mais en plus, il est vénère. Il a au moins toujours 3 armes à feu sur lui. Mais oui. Mais pourquoi? Et si ça avait été amené un peu sur un truc comme s'il avait été agressé ou peut-être juste un truc facile, genre il est fan de cow-boy, il aime les flingues et c'est pour ça qu'il est devenu flic ou un truc comme ça. Même ça aurait été plus crédible. Parce que je pense que le personnage de Fallon est trop parodique dans un contexte de film qui est trop sérieux. Oui, complètement. C'est-à-dire que le film se met pas au niveau du personnage ou inversement. Je pense, et donc du coup, c'est un personnage qui, à la limite, aurait du sens dans une comédie des As. Justement, on faisait une référence tout à l'heure au Y a-t-il un flic ou tout ça. Ouais, c'est un personnage en fait qui est tellement pas possible de racheter que oui, il aurait sa place, mais dans un autre type de film. Ouais. Et à l'inverse, le personnage de Queen Latifah est presque trop sérieux dans un film qui se veut trop comédie. Le film, j'arrive jamais à trouver la balance correcte. C'est pour ça aussi que les personnages ne fonctionnent pas. Et Belle, justement, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur elle, son personnage? Comment vous pouvez la décrire? Belle, elle est quand même moins gouailleuse. Il y a quand même une sympathie immédiate chez Samina Seri que moi, perso, j'ai eu un peu de mal à choper avec Queen Latifah. Ah ouais? Ouais, mais juste parce que je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un film américain? Ouais. Tu vois, c'est une culture dans laquelle on est un tout petit peu moins proche. Oui, puis t'avais vu le film plus jeune aussi, donc peut-être que t'avais aussi un peu le côté nostalgie. Ouais, peut-être, mais même ces enjeux... Il y a un truc où, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à y croire, en fait, que en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était être conductrice de taxi, justement... ouais, je suis d'accord sur ça. Queen Latifah, elle a une attitude de queen, quoi. Elle est charismatique. J'ai du mal à y croire qu'elle kiffe changer les jantes ou le moteur de voiture. Et je dis pas qu'elle est précieuse ou que c'est parce que c'est une femme ou quoi que ce soit d'autre, mais je trouve que je la trouve au-dessus de ça, en fait. Elle est trop cool pour faire un truc comme ça. Je sais pas. D'ailleurs, Queen Latifah n'avait pas le permis de conduire pendant le tournage. Trop mal. Queen Latifah, elle devient taxi, donc elle a atteint ce qu'elle voulait déjà faire, mais elle n'a pas d'objectif dans le film. Alors que celui de Fallon, il y a tout à faire, puisqu'on part d'un loser complet qui non seulement doit avoir son permis, doit réussir à pécho la meuf et boucler une enquête.
Bon bah du coup, voilà, c'est Fallon qui devient le perso principal alors que tout le monde s'en fout. Bah, c'est vrai que c'est aussi surtout parce qu'elle est pas très approfondie en soi. Hein. Tu sens qu'elle prend un peu l'autre débile sous son aile et qu'elle va vraiment l'aider. Clairement. Et heureusement qu'elle est là, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce qu'elle a cette attitude paternaliste, mais elle a pas le choix par rapport au personnage de Jimmy Fallon, de l'engueuler tout le temps. Et par contre, elle se stoppe beaucoup par rapport à son mec. Oui. Qui est alors le personnage horrible, c'est un connard, hein, clairement. Il est écrit, entre guillemets, comme le personnage de Lily dans la version française, c'est-à-dire qu'il attend toujours de la voir pour se faire un dîner romantique avec elle, une soirée et tout, et elle peut pas puisqu'elle est prise dans ses quiproquos et ses enquêtes, mais du coup, il est très vite odieux, dégueulasse, en fait. Il lui laisse un message dégueulasse, etc. Ouais, il la fout à la porte, elle se retrouve, elle sait même pas où dormir, et il en a rien à foutre, quoi. Et ça, tu comprends pas, en fait, que le personnage qui est Queen Latifah, qui est quand même une nana qui ne se laisse pas faire, en fait, elle écrase devant lui, alors que le mec est clairement un connard. Bah oui. Puis même, elle s'écrase face aux décisions de Jimmy Fallon, parfois. Et du coup, tu te dis, bah non, pas Queen Latifah, en fait, je l'imagine pas comme ça. Même, elle est noire, mais on en parle presque jamais. À part rapidement, il y a la mère de Washburn qui l'évoque. Jungle Fever. Ah, Jungle Fever, voilà. Horrible. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus du fait qu'elle soit noire, surtout dans le contexte américain où, bon, les relations entre les flics et la communauté noire est un peu sensible, on va dire. Donc le fait qu'une femme noire prenne le dessus sur un flic blanc, bah, ça aurait pu donner un sous-texte intéressant et ils auraient pu un peu plus aller sur ces côtés-là, quoi. Même si c'est une comédie, raconter des trucs un petit peu plus piquants et ça aurait pu être drôle, quoi. Ouais, ils ont pas voulu se mouiller. En même temps, quand tu différencies le film français du film américain, la vision des flics en mode héros dans la version américaine, alors qu'ils s'en prennent grave pour leur compte dans la version française. Tellement. Tu vois qu'ils se tirent dessus entre eux, que... Grave, ils sont incompétents. Oui, ils sont moqués tout du long. Il y a toujours des références un peu genre les poulets, les flics, etc. Les poulagas, ouais. Je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah bah j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et à la fin, effectivement, Danny, il devient pilote et il est sponsorisé merci, par les flics. Par la police. Ça, c'est drôle, c'était cool, tu vois. Les femmes dans le film français, elles servent vachement d'accessoires plus qu'autre chose. Je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Je trouve ça trop dommage. Il y a la mère d'Emilien. Tu sens qu'elle est juste là pour lui faire des plats et tout, pour l'accompagner, parce qu'il est pas assez grand pour faire les choses par lui-même. Et après, t'as Lydie qui, elle aussi, elle est juste là à patienter pour juste montrer qu'ils ont juste envie de faire leur bail. Ouais, elle est tout le temps en sous-vêtements, elle est à poil. Son arc narratif, c'est j'ai envie de Ken, c'est tout. Ouais. Allez, juste pour mettre Marion Cotillard à poil, quoi. Voilà. Et Petra, pareil, au final, parce que c'est la boss d'Emilien. Et pareil, elle est là comme trophée à la fin, quoi. Récompense. Et puis, personne l'écoute quand elle parle. Il y a juste des gros plans sur ses seins constamment. Ouais. Ah non, mais ça, c'est gênant, en fait. Tout le long du film, Diefenthal ne fait que regarder son décolleté. Je m'énerve souvent là-dessus, mais c'est vraiment l'époque où t'as l'impression que c'était vraiment quelque chose de normal. Surtout, il y a toujours ce cliché dans les films français de l'époque, de l'étrangère ultra bonasse, avec un petit accent. Oui, je sais pas si c'est les réalisateurs de l'époque qui se disent « Allez, comme ça, je vais la taper » ou un truc comme ça. Bah, Besson, pardon, mais je pense un peu à Luc Besson. Ah bah, clairement. Ça fait un peu, mais pas pu caster Ophélie Winter pour me la taper. Oui, c'est vrai. Non, mais complètement. Faut voir comment elle est habillée. Elle est toujours dans une jupe ultra courte, fendue à la cuisse. Pas du tout crédible. La jupe fendue dans le premier plan où elle arrive. Avec un petit chemisier ultra serré, le holster qui renforce la poitrine, rien qui va là-dedans, quoi. Ouais, et en plus, il n'y a pas beaucoup de meufs, donc je trouve ça dommage de passer à travers ça. Bah, justement, là, dans la version américaine, il y a beaucoup plus de rôles féminins. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont essayé de se rattraper, là ? Au départ, j'avais vraiment cru qu'ils allaient jouer sur le côté féministe, à mettre en avant plus le côté femme forte. Mais comment ça a été mis en scène, moi, ça m'a dérangé plus qu'autre chose. Ce côté vraiment où on va montrer que des gros plans sur les fesses, la poitrine, et à montrer comment elle parle avec les hommes. C'est le côté encore objet qu'on retrouve d'ailleurs dans le Taxi 1. Mais qui là a été propulsé, mais x10, j'ai l'impression. Et c'est super dérangeant. Ouais, je suis d'accord. Il y a le pauvre personnage de Jennifer Esposito, qui est la combinaison du commissaire plus Petra, là, qui se retrouve être dans le scénario l'ex-petite amie de Jimmy Fallon. On ne comprend pas pourquoi comment ça a été possible. C'est clair. Il essaye de la reconquérir, c'est pareil, on se dit non, il ne faut pas. Et malgré tout, elle est en échec tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à mener son enquête, elle est obligée d'avoir un mec du FBI qui vient s'occuper de l'enquête avec elle, et en fait elle réussit à avancer les rares fois où le personnage de Jimmy Fallon lui file un coup de main. Donc voilà, son personnage n'a aucun sens, et le gang des braqueuses,
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Ok, dans le film français, c'était un préjugé raciste avec les Allemands en grosse BM. Bon, là, on a des femmes qui sont visiblement d'un pays de l'Est, on saura jamais vraiment Non, en fait, trop elles sont brésiliennes. J'avais pas compris. Ah, tu vois, j'ai pas compris ça du tout. Ouais. Et en fait, elles sont mises en scène uniquement pour leur plastique, pour le probable décalage qu'elles mettent en disant, une bande de top modèles qui braquent des banques, c'est un peu... oui, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est Gisèle Bündchen. Chez Gisèle Bündchen, qui est un mannequin Victoria's Secret, qui est une mauvaise actrice. Oui. Je sais pas si elle a fait d'autres films ou machin. En fait, elle voulait pas jouer dans le film. C'est Besson qui a fait du forcing pour qu'elle joue. Donc elle avait dit non une première fois et il a insisté. Ah bah tiens, comme et elle a fini par accepter. Mais effectivement, elle avait pas spécialement envie de devenir actrice. Je comprends, elle a rien à jouer en fait. Et le film ne lui donne rien. Alors les 3 autres, c'est même pas la peine d'en parler, c'est des potiches à côté. Les rares scènes où elles ont un dialogue, en fait, elles parlent dans une langue étrangère, donc on comprend rien. Ouais. Et après, on joue uniquement sur leur plastique, quoi. Enfin, en tout cas, la scène où, vers la fin, la grosse poursuite où finalement, elles se sont dessapées, elles sont en mini-jupe, pantalon. Voilà. Elles sont carrément même en sous-vêtements à un moment. Ah oui. Ouais, elles sont en sous-vêtements. Elles jouent sur le charme qu'elles peuvent procurer avec un flic alors qu'elles se font contrôler. Elle va fouiller dans une scène que j'ai trouvée hyper gênante où c'est la commissaire jouée par Jennifer Esposito qui dit prenez-moi à la place de l'otage. Et en fait, elle commence à la palper dans tous les sens, etc. Qui est une scène qui est complètement sous male gaze, avec les flics qui sont là. C'est hyper chaud. Voilà, je suis excité et tout. C'est ni fait ni à faire. Et je dis pas ça parce qu'on est en 2025. C'était probablement gênant en 2004, l'année du film, quoi. Le groupe de cambrioleurs, dans cette version, elles ont aucun plan. Oui, on comprend rien d'ailleurs. Alors que dans la version française, il y a tout un stratagème sur lequel les personnages principaux enquêtent, qui n'est pas du tout dans la version américaine. Dans la version américaine, ça arrive de nulle part, la suite de l'enquête. C'est nul. Et pour rester sur les femmes, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Belle, du coup ? Elle sert juste à faire avancer le personnage de Jimmy Fallon d'une scène à l'autre, en lui donnant les bons indices et en résolvant des situations à sa place. Ouais. Oui, puis à la fin, c'est même lui qui va la sauver. C'est-à-dire qu'elle lui apprend à conduire, elle lui apprend en gros à devenir un homme, à lui redonner confiance en lui. Et à la fin, elle reprend sa position de femme et grâce à lui, il la sauve et il la conduit à l'hôpital, quoi. Et il sauve même son ex aussi, parce que son ex, du coup, avait été prise en otage par les top modèles braqueuses brésiliennes. Ça fait beaucoup. Et du coup, c'est Washburn qui va la sauver. C'est grâce à lui, en fait, au final, que tout le film se termine bien, quoi. Totalement. Tout le monde reprend son rôle, c'est-à-dire que les femmes, elles ont juste servi à ce que le personnage masculin blanc du départ, qui était pas assez viril, entre guillemets, arrive à l'être à la fin, quoi. Ouais, devienne plus un héros. Ouais, voilà, c'est ça. D'autant qu'à la fin, encore une fois, je reviens sur le personnage de Jennifer Esposito. Quand il se retrouve sur le circuit de NASCAR, il déboule. Fallon est encore déguisé comme l'as de pique parce qu'il est en infiltration pour jouer un mafieux. Elle se retrouve à jouer la potiche aussi à côté, qui est déguisée aussi comme une espèce de femme de mafieux. Ouais, et en fait, t'as l'impression qu'elle a subi une trajectoire descendante, quoi. Oui, elle est passée de commissaire à coéquipière d'un flic du débile. Pourri, même si elle l'envoie chier quand même parce qu'il essaye de lui faire un bisou et elle lui dit non, on n'en est pas encore là. Ah mais heureusement d'ailleurs, putain, j'avais trop peur qu'il l'embrasse à la fin. J'ai eu peur. Oh là là. La version américaine ayant plus de budget, c'est quand même super triste que les cascades et tout ça soient pas ouf. Alors que dans le film français, déjà, il s'ouvre sur la parade où tout le monde est en scooter, où les mecs font des trucs de malades mentaux. Ouais. Et la version américaine, tu te retrouves avec des vieilles incrustations de voitures qui font des drifts dans des ruelles ultra dégueulasse. C'est quand même assez honteux qu'un budget comme ça puisse faire de la merde comme ça. Le taxi qui se transforme en 3D là, c'est horrible. En France, ça apparaît assez mécanique. Enfin, en tout cas, ils sont crédibles. Et du coup, d'ailleurs, effectivement, dans Taxi français, il y a eu 6 voitures différentes pour faire le taxi. Il y en avait une, c'était le taxi normal. Après, il y en avait un qui servait à montrer l'engin une fois transformé. Le 3e, il était équipé pour pouvoir filmer à l'intérieur de la voiture. Le 4e, il y avait un second volant à droite pour conduire et faire les cascades. Et la 5e, c'était une voiture de course rapide, donc qui avait enlevé tous les trucs les plus lourds à l'intérieur de la voiture pour aller vite. Et la 6e, c'était pour effectuer des travelling. Ok, c'est fou. Surtout qu'en plus, tu sens que le personnage de Daniel kiffe la mécanique. Oui. Et il a son garage, il fait des trucs dedans, en même temps c'est sa maison. Ça me surprend pas qu'il ait une voiture qui peut se transformer. Oui, mais tout simplement parce qu'en France, en fait, les taxis sont pas franchisés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc c'est ça déjà où je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. En France, c'est logique, tu achètes ta licence, tu choisis ton véhicule, tu fais ce que tu veux, donc on va dire que c'est cohérent. Grave. Alors qu'aux États-Unis, tu te retrouves avec un véhicule jaune qui ressemble à tous les autres, et puis quiconque est allé à New York sait que tu peux pas faire des poursuites comme ça dans les avenues new-yorkaises.
Le film français, t'as le côté un peu plus authentique, effectivement, avec le tournage à Marseille, les vraies cascades, etc. La musique aussi, effectivement, années 90, IAM et tout, qui est cool. Mais bon, le gros point négatif aussi, c'est que c'est un film qui est quand même dans son jus, dans son époque, quoi, avec, effectivement, comme on disait un peu au début, des clichés, mais aussi beaucoup de trucs qui sont racistes et misogynes, quoi. Et la technique coréenne, c'est quoi déjà quand il se met dans le coffre ? Dans le coffre ? Il y en a un qui dort et l'autre qui conduit. Ouais, parce qu'ils ont payé qu'une seule licence de taxi, et comme ça... Attends voir la différence entre un Coréen et un Coréen. Non, mais c'est abusé. Les Allemands, ils les appellent les Schleux. Les Schleux, ouais, tout du long. Ils vont pas avoir le temps de visiter Marseille, les Schleux. Ce soir, ils sont au panier, demain, je les renvoie dans leur pays par wagon spécial. Je peux compter sur vous, Gilbert. Oui, vous pouvez compter sur nous, hein. Souvenez-vous, l'affaire d'Eniac, hein. Enfin, je veux dire, les Asiatiques. Ça s'est passé tout en douceur. On n'a presque pas eu de mort. Enfin, il n'y en a pas eu de notre côté, toujours. Par rapport aux Allemands, ils tentent de racheter vaguement le truc parce que t'as le personnage de Petra qui est censé être allemande. Oui. Donc le commissaire qui parle tout le temps des Schleux finit par s'excuser en disant « Oui, non, pas vous. Enfin bon, au moins vous êtes flic. » Oui, voilà, c'est ça. Donc ça rachète le truc que vous êtes allemande, mais flic. Abusé. Après, c'est totalement limite, mais le personnage du commissaire de Bernard Farcy, je sais pas d'où il sort, c'est un cartoon complet, le truc. Du coup, il est tellement too much que... Moi, ça me fait rire en argument de comédie, mais après, on est totalement d'accord que certains gags sont plus trop entendables, quoi. Oui, c'est surtout que c'est même pas qu'un seul personnage, parce qu'un seul personnage, comme là, le commissaire Farcy, qui est vraiment la valeur comique, tu te dis pourquoi pas, mais quand ça vient du personnage de Samina Seri, là, je trouve que c'est déjà un peu plus compliqué, surtout que en face, il y a personne qui va lui dire qu'il a tort de dire ça, quoi. Dès qu'il parle aux Allemands, il dit alors les filles, vous avez de la moustache, ou alors les PD, vous prenez pour il limite l'accent. Voilà, exactement. Et là, je trouve que c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Ah, quelle bonne année 98, encore une fois. Ah, ça. Bon, et pour conclure, vous avez préféré quelle version, vous ? Enfin, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Pour moi, sans aucune surprise, je dirais le Taxi de Luc Besson et Pires. Mais personnellement, j'ai jamais été très fan de la saga, faut le dire aussi. Enfin, moi, ça m'a jamais, on va dire, transcendé de voir un film Taxi. Par contre, c'est vrai que je souligne que c'est quand même un film qui fait plaisir à voir. Enfin, là, quand je l'ai revu, je me suis dit, ça fait quand même plaisir. J'ai l'impression qu'ils se sont fait plaisir à le faire. C'est ça, tu le sens clairement. Et ça a lancé beaucoup de films d'action en France après. Ça a lancé la carrière de Samina Seri, ça a lancé tout ce qui est EuropaCorp et qui est devenu le plus gros studio français et européen. On peut discuter de la qualité du truc. Hein. Oui, certes, mais bon, tu peux pas déroger que maintenant c'est devenu un film qui est connu qui est quasiment culte, en de fait. tous les Français. Oui. Est-ce que je le re-regarderai ? Non. Alors moi, j'avoue que j'y allais à reculons sur la revision du film original de 98. Je pensais que ça allait être une épreuve, et ça ne l'a pas été. Le film est fluide, il y a le truc qui fonctionne entre Nasseri et Diffenthal. On n'a pas trop le temps de s'emmerder, ça enchaîne vite. Alors évidemment, rien n'est crédible, mais les scènes d'action, on sent qu'il y a des techniciens derrière qui se sont fait plaisir, qui se sont amusés à le faire. Il y a l'ambiance générale avec IAM et tout. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est une comédie correcte qui se regarde. Et après, le remake américain, non, je suis désolé, il y a pas grand chose à racheter. C'est un film qui sait pas sur quel pied jouer. Ça va un petit peu vers la comédie, un peu vers l'action, mais ça ne sait pas trouver le juste milieu. C'est très mal filmé, c'est très mal joué, c'est mal écrit. Y a rien à racheter. J'ai pensé juste à un truc. Les deux films 21 Jump Street, qui sont des adaptations de la série télé, ces deux films-là sont très drôles, mais parce qu'ils ont compris que pour que ça marche, il fallait partir à fond dans la parodie. J'ai juste pensé à ça en me disant, peut-être que ce film, cette version américaine de Taxi, aurait pu être amusante si elle avait joué un côté complètement too much, même avec le personnage de Fallon qui est pas crédible, ça aurait pu peut-être marcher. Mais là, non, il n'y a rien qui prend. Donc sans surprise, le Taxi original est largement mieux. Ok. Oui. Et toi ? J'ai préféré aussi le premier. Moi, je vous ai trouvé un peu dur sur Queen Latifah. Je trouve que c'est elle le meilleur élément du film. Je suis totalement d'accord, ouais. Même si, voilà, elle est pas du tout assez exploitée. Mais voilà. Pour parler du film français, quand j'ai démarré la révision, je me suis dit... oh, ça va, c'est pas si pire en fait. Et au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Je me suis dit, oh putain. J'avais oublié à quel point c'était raciste, c'était misogyne, c'était lourd. Et puis après, vu que de toute façon, il fallait que je le voie en entier, j'ai essayé de changer de mood et je me suis replacée un peu dans le contexte de l'époque et je suis rentrée un peu dans le délire. Et là, ça va, c'est passé quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, faut se mettre dans le contexte de l'époque aussi. Je voudrais juste rajouter un minuscule truc. Dans le film américain, même le bêtisier dans le générique de fin n'est pas drôle. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Je vois pas pourquoi avoir gardé ça, c'est pas drôle. Bah, c'est-à-dire que c'est le propre aveu d'échec du film. Mais... Je trouve ça trop dommage, en fait, ils auraient pu vraiment assumer le côté comique, sans prise de tête, ça aurait beaucoup mieux marché que d'essayer de reprendre vraiment plan par plan le taxi 1 qui marche dans son contexte aussi, mais le retranscrire comme ça l'est, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. C'est dommage. Bon, eh bien, merci à tous les 3 pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!